Jean-Luc Charles, qui est aménageur, qui a été sans doute très très stimulé par cette présentation, va réagir, d'autant plus que lui-même met en œuvre déjà d'une certaine manière cette ville intelligente. Et à visiter, oui je voulais rajouter ça, et à visiter cette ville intelligente de Corée totalement terrifiante, dont on a vu une très, très petite image, qui est très laide, et où tout le monde est contrôlé. Ouais. Et qui est représenté au fond, qui est aujourd'hui l'image qu'on a de la ville intelligente, de la ville numérique. C'est le modèle. Merci Antoine, merci Ariella. J'espère que vous saisissez la complexité de ma tâche, tant la matière est importante. La Samoa a apprécié ou a appréhendé effectivement la ville intelligente via Songdo, c'était en 2012. On a fait un voyage d'études et on s'est dit assez vite que c'était peut-être pas le modèle qu'on allait suivre, encore que ça a été pour nous source de réflexion à défaut d'être source d'inspiration. Je vais revenir sur l'idée d'Antoine d'idéal autoréalisateur. Et je vais essayer de répondre à une question, vu de la place d'un aménageur, une question qui est la suivante. De quoi la ville intelligente est-elle l'idéal autoréalisateur ? En fait, et quand on est aménageur, on s'aperçoit qu'on est confronté à une double approche ou à une double logique. Il y a certes des évolutions, mais cette double approche est toujours perceptible. Je ne veux pas les opposer. Je ne pense pas qu'il y a une bonne ville intelligente et une ville intelligente qu'il faudrait récuser. Je pense qu'au contraire, il faudra réaliser un mix ou une combinaison de ces deux approches. Antoine, dans votre ouvrage, vous dites que la ville est un organisme complexe, un mix d'organisation humaine, ça renvoie à la civitas en latin, et d'infrastructures techniques. Donc c'est l'URPS en fait, la ville dans ses formes et sa matérialité. Je pense qu'on est, au travers de la ville intelligente, confronté à ces deux visions. La ville cyborg, ou la data police, telle que l'a définie Francis Pisani, ou la ville créative, ou la participolice, de l'autre côté. Ces deux figures, en fait, deux fictions, à partir desquelles, en fait, l'aménageur doit travailler. On a d'un côté la figure d'une ville qui est pilotée par, d'une certaine manière, des ingénieurs ou des informaticiens. C'est une ville qui est centrée sur ses grandes fonctions, les grands services urbains. D'une certaine manière, pour nous aménageurs, on est dans un pays de connaissances. On a déjà fait ça. La ville est faite de réseaux et d'infrastructures. On travaille, quand on aménage de l'espace public, sur ce qui fait le fondement de la ville. Pour autant, on est confronté à des coups de boutoir, d'une certaine manière, puisque un certain nombre de grands opérateurs, de grandes compagnies ont vu qu'avec le numérique, il y avait la possibilité d'ouvrir un marché qu'on a considéré comme extrêmement important. Et donc, ce qui est en jeu, c'est une économie servicielle construite sur des smart grids, avec des intégrateurs, et puis un certain nombre de grandes sociétés de services maintenant qui essayent de proposer des modèles. Et donc, Songlo est l'expression d'un de ces modèles. Ce modèle est présent en France. Donc, quand le ministère de l'économie propose que 3 grands majors puissent expérimenter cette vision de la ville sur 3 sites expérimentaux qui deviendraient des vitrines du savoir-faire français pour exporter à l'international, on est dans ce paradigme-là, en fait. Et ça interroge les aménageurs comme nous. La Samoa a été sollicitée. Est-ce qu'on participe de cette construction de la ville ? Est-ce qu'on a envie d'être un modèle ? Est-ce qu'on a envie de construire une vitrine qui servirait en quelque sorte une stratégie de souveraineté? Parce qu'il faut dire que Songdo repose sur l'idée que la Corée va pouvoir se déployer et se développer avec le thème de la ville intelligente. Ça renvoie à une deuxième difficulté quand on est aménageur, c'est que construire la ville à partir de réseaux et d'infrastructures pose assez rapidement les limites de l'aménageur. Moi, je dis que je suis compétent pour réaliser la ville intelligente à l'échelle d'un bâtiment, d'un îlot. Dès qu'on arrive à l'échelle du quartier, je suis obligé de me retourner auprès de ma tutelle, entre guillemets, c'est-à-dire Nantes Métropole, en disant « mais
quelle stratégie déployez-vous? Quelle vision avez-vous de l'organisation de la ville sur un territoire qui fait 80 hectares et qui va accueillir 10 000 personnes dans les 10 ans qui viennent? Et là, effectivement, on bute sur une question qui est la question de l'organisation, puisqu'on a des services organisés en silos par métier, et l'approche de la ville intelligente nécessite qu'on change de mode d'organisation, de mode de pensée de la ville, qu'on construise des doctrines qui dépassent les logiques de métier. Et ça, c'est une des premières limites que je rencontre comme aménageur. D'autres villes ont avancé sans doute plus rapidement qu'à Nantes, et c'est un travail qui est en cours actuellement. Est-ce que tu peux préciser concrètement ce que ça veut dire et ce qu'on attend de la collectivité et qu'est-ce que ça veut dire que de fabriquer la ville intelligente à l'échelle À l'échelle des réseaux d'infrastructures, c'est des questions aussi simples qui ont trait au mix énergétique. Quel mix énergétique, quelles sont la nature des appareillages que je mets sur les réseaux, en quoi et comment j'essaye d'inventer de nouvelles approches sur l'éclairage public. Donc c'est toutes ces questions-là qui sont posées, que je me dois de poser au service de Nantes Métropole, et pour lequel nous devons construire des réponses collectives. Voilà. Hein, donc, et en quoi et d'ailleurs et pourquoi ce futur quartier anticipe d'un déploiement en fait de ces réseaux intelligents à l'échelle de la métropole dans un deuxième temps. Voilà. Ça renvoie aussi à la question de l'obsolescence, parce que on voit bien que sur la ville des réseaux intelligents, des smart grids, on est sur des temps longs. Voilà. Il n'en est pas du tout de même sur la ville créative, ce que Francis Pisani appelle la participolis. Là, on est sur la figure d'une ville qui est animée par des collectifs et qui est centrée sur les citoyens et sur l'usager. Donc le point de vue est décalé. Et le numérique et la culture numérique permet ça. C'est-à-dire que le cinquième écran, le smartphone, vous met en relation organique et intime avec la ville, et vous avez la possibilité de rentrer de plein pied dans le champ social et dans ce qui fait la vie même de la cité. C'est une ville qui est donc centrée sur des usages, sur des commodités qui sont offertes, et ça renvoie à des formes d'économie qui sont émergentes. On n'en connaît pas la solidité. Je ne sais pas quelle est la solidité, moi, de ce qu'on appelle l'économie circulaire, l'économie partagée. On voit bien les difficultés qu'a l'économie sociale et solidaire à se déployer et à se structurer. En tout cas, on est sur une économie qui est, par définition, partagée, contributive. On est dans ce qu'on appelle l'open innovation. Et donc, la ville... quand on travaille sur ce champ-là, sur cet idéal auto-réalisateur, fonctionne sur des temps qui sont beaucoup plus courts. C'est-à-dire que quand je travaille avec les créatifs du quartier de la création, des start-upers, leur horizon, c'est 2 mois, 4 mois, 6 mois. Hein, pour ceux qui ne savent pas, le quartier de la création, c'est quoi? Alors, le quartier de la création, c'est un projet qui consiste à construire une centralité dans un centre d'agglomération élargi à Nantes, autour d'un campus urbain, un cluster qui est dédié aux industries créatives et culturelles. Voilà. Donc c'est un cluster qui a plusieurs caractéristiques. La première, c'est que il est interdisciplinaire. Donc il n'est pas lié à une filière spécifique, hein, comme Saint-Étienne est accroché à la filière du design, ou la Seine-Saint-Denis est accrochée à la filière de l'image et du cinéma. C'est donc un cluster qui est transdisciplinaire. La deuxième caractéristique de ce cluster, c'est qu'on a fait le pari, et là on est aussi dans l'idéal autorisateur, de concentrer sur la ville des pratiques culturelles et artistiques, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la création de valeur. Donc on a l'ambition d'avoir une centaine de chercheurs sur ce quartier de 15 hectares, de rassembler plus de 4000 étudiants et d'avoir plus d'1 millier d'emplois. On est donc dans un quartier de centre-ville. Et là, ça pose effectivement la question de savoir comment ce modèle est duplicable ou transposable en banlieue, ce qui est un vrai sujet en soi, ou en périphérie. Mais en tout cas, on est là sur un quartier en pleine effervescence et qui travaille sur des logiques d'expérimentation dans tous les domaines.
Donc, on a développé des techniques d'expérimentation sur lesquelles je pourrais revenir, mais qui permettent d'avoir là un véritable laboratoire in situ et in vivo. Et c'est là, en fait, où les deux approches se rejoignent, c'est-à-dire que, comme aménageur, je mets à disposition un certain nombre d'opérations pour faire en sorte que ces créateurs se saisissent, au travers d'appels à projets ou d'appels à manifestation, des opportunités qui leur sont offertes par la ville. Avec cette tension dans les temporalités, parce qu'effectivement, le court terme, quand on fait de l'aménagement, on le sait tous, hein, c'est 24 à 36 mois quand on fait de l'espace public et plus de 48 mois quand on construit la ville, on fabrique la ville réellement. Voilà. Et donc, pour autant, la ville des Fab Labs, des City Labs, des tiers-lieux qui inventent de nouveaux modes de collaboratifs ou des nouveaux modes de travail n'est pas éloignée ou forcément éloignée de la ville des réseaux et des smart grids. Parce que on voit que s'opère un rapprochement entre les grands groupes industriels et ces lieux créatifs, dans la mesure où, avec la révolution numérique, il y a une chose maintenant dont tous les grands groupes sont certains, c'est qu'ils sont mortels. Donc, et que les processus d'innovation dans les grandes organisations sont des choses extrêmement difficiles à concevoir et à conduire. Et donc, ce que recherchent ces grands groupes, notamment auprès de nous quand ils travaillent dans des logiques de coopération, c'est de s'imprégner de milieux ou de territoires innovants et de faire en sorte d'être en relation ou en rapport avec des start-upers parce qu'ils savent qu'il y a ici ou là la possibilité de déclencher des champs d'innovation, de diversification pour eux. Donc, on va dire que d'une certaine manière que ces grands groupes sont à l'affût, en fait, de ce qui se passe dans ces quartiers créatifs. Parce qu'ils savent qu'ils ont la possibilité, là, comme ailleurs, de déceler des signaux faibles et des évolutions de société qui sont extrêmement importantes. Voilà. J'ai été un peu long, je pense, mais en tout cas, voilà les interrogations, les enjeux ou les problématiques que peuvent rencontrer un aménageur avec une position un peu particulière. Hein, c'est-à-dire que je suis à la fois aménageur et développeur. C'est-à-dire que je concilie des choses inconciliables. C'est pas sont posés d'ailleurs des problèmes de management dans mes équipes entre le pôle urbain et le pôle des créatifs, hein, entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'usage, hein, parce qu'on intervient de plus en plus dans des logiques de maîtrise d'usage, et ce que appelle aussi Jean Hedgen la mise en image, la maîtrise d'image. Hein. Donc on est aussi sur une logique de théâtralisation et d'éditorialisation de la ville qui présente maintenant beaucoup d'intérêt et d'importance pour les communautés et les collectivités qui sont dans... Et la jeunesse d'ailleurs, qui de manière générale se concentre dans les cœurs d'agglomération. Voilà. Merci. J'applaudis aussi. Avant de vous donner la parole, donc je voulais juste faire remarquer que Nantes est traditionnellement une ville d'accueil d'initiative et que c'est pas par hasard que le quartier de la création a pris place dans ce lieu, que par ailleurs ce quartier de la création s'est quand même installé majoritairement dans des friches que vous avez su réutiliser. C'est vrai que ce patrimoine du 19e se prête particulièrement bien à ces occupations éphémères, transitoires, aménagements que vous faites pour 1 an, 2 ans, 10 ans. Donc il y a tout cet état d'esprit. Et puis il y a ce mélange entre l'art contemporain, la production, les startups, la créativité. Donc tout ceci est une sorte d'assemblage très très particulier et qui fait l'ADN nantais et qui peut-être, dont on ne sait pas très bien quelle est la validité économique à terme, mais qui fait beaucoup beaucoup pour l'image de Nantes, beaucoup beaucoup. Et donc je pense que ce quartier de la création et toute cette démarche menée attire des entreprises à Nantes à cause de cette image un peu maintenant européenne de ville créative. Alors, on a construit ce quartier de la création autour de 3 idées. On a toujours favorisé des aménagements transitoires, parce qu'on a considéré, on l'avait noté de manière assez spontanée et naturelle, que les artistes, les créatifs, se nichent dans les plis de la ville, dans les friches, dans les lieux qui présentent des volumes capables. Et donc on a fait en sorte que ces lieux soient aménagés très sommairement. C'est de l'aménagement low cost. Hein. C'est des lieux qui sont achetés par l'aménageur, qui sont mis à la disposition des créatifs.
Et c'est quelque chose qui est important pour nous, parce qu'on gère 17 sites et on accueille environ 400 start-upers dans ces différents lieux, qui sont des écosystèmes en soi. Hein. Donc, plutôt que de travailler chez soi, on travaille en collectif. La deuxième chose, c'est qu'on a toujours fait en sorte de favoriser les appropriations éphémères sur l'espace public ou dans ces lieux pour, d'une certaine manière, accompagner les prises d'initiatives collectives, quelles qu'elles soient, sans porter de jugement. Hein. Et la troisième chose, c'est que maintenant, on essaie de développer des lieux d'expérimentation ou des city labs, c'est-à-dire qu'on utilise nos propriétés, nos bâtiments ou les terrains dont on est propriétaire pour favoriser la mise en place de prototypage à l'échelle 1 ou de bancs tests. Voilà. Et donc, c'est cet équilibre difficile qu'on essaye de maintenir parce que la ville avance et à un moment donné, la ville va se figer. Hein, donc, et les friches sur l'île de Nantes disparaissent quand même assez rapidement. Donc il y a une question aussi de savoir si ce modèle-là est, on va dire, tient dans la durée. En tout cas, cette expérience va alimenter les futurs travaux d'Antoine Picon sur que peut faire l'aménageur. Avant de vous donner la parole, je voulais juste qu'on passe l'image du prochain 5 à 7, si c'était possible, si vous l'avez. Puisque le prochain 5 à 7 aura lieu le 23 mars sur la question du travail, qui n'est pas du tout sans lien avec ce que nous évoquons aujourd'hui. Voilà. Avec Bruno Marsloff, donc, qui est chercheur, qui est sociologue, le groupe Chronos, qui a écrit un livre, que moi j'aime beaucoup en tout cas, qui s'appelle « Travailler sans bureau fixe » et qui apporte aussi de l'eau au moulin de notre réflexion aujourd'hui sur la ville numérique, puisque si on travaille sans bureau fixe, c'est qu'on peut le faire partout, dans toute la ville, ce qui change le modèle de la ville. Et le débatteur sera Jean-Luc Poitvin, ici présent, Next City, qui lui-même s'est déjà lancé dans la démarche. Donc vous voyez qu'on reste à peu près on continue la conversation autour de la ville numérique dans le prochain 5